Daniel? Et de voir quelles sont les données nécessaires et ce qui se fait avec ces données, en particulier ce que font les acteurs de la notation extra-financière avec ces données et à quoi ça peut servir pour les entreprises. Très bien. C'est Jean-François Véron qui va nous présenter ça. Voilà, merci Daniel. Bonsoir à tous et merci de venir assister à ce webinaire. Merci également aux organisateurs et organisatrices. Donc, je suis effectivement Jean-François Véron, je fais du conseil en notation. Comme l'a évoqué Daniel, c'était essentiellement du crédit pendant très longtemps et ça devient de plus en plus de l'ESG. En fait, si je regarde les 18 derniers mois, le pourcentage du temps dédié à l'ESG est en train d'augmenter. D'ailleurs, la semaine dernière, pour préparer cette présentation, c'était assez élevé. Et alors, il y a un certain nombre de raisons à ça. Hein. Et donc, ces derniers temps, on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé rendre visite aux agences de notation qui sont un peu secrètes, hein, extra-financières. Donc, MSCI, ISS à Londres, SAM à Zurich, Vigeo à Paris, Sustainalytics également. Et on a eu la chance d'accompagner un certain nombre de clients dans un processus réel, direct, interactif, avec plusieurs agences. Et donc, ça nous a permis de découvrir un peu ce qu'il y avait sous le capot en matière vraiment de notes et de comprendre mieux les processus. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter quelques enseignements qu'on en a tirés, partager avec vous quelques observations. Alors, il faut être modeste, hein, tout ça bouge beaucoup, hein, donc il n'y a pas de certitude, et il y aura un certain nombre d'avis différents, j'en suis sûr, autour de la table, et il y aura une discussion après. Mais voilà, on va essayer de vous présenter ça de manière un peu candide, hein, ce qu'on a découvert. Alors, on a organisé cette présentation en 3 parties. Donc d'abord une partie sur les agences, une partie sur les ratings, et ensuite la question de l'interaction avec les agences. Les grandes questions sur les agences, c'est vraiment qui sont-elles? Sur les ratings, c'est comment sont-ils calculés? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Et l'interaction, c'est comment on peut discuter avec ces personnes qui jusque-là restaient un petit peu dans leur coin. C'est très différent de ce qu'on peut voir avec les agences de notation de crédit. Et d'ailleurs, j'essaierai de dresser des parallèles avec les agences de notation de crédit parce que je pense qu'un grand nombre d'entre vous les connaissent assez bien. Et si je regarde un peu plus les questions, quelques sous-questions, je ne vais pas toutes les lire, hein, mais voilà, je disais qui sont-elles, d'où viennent-elles et quel est leur business model. Ça, c'est très important pour savoir comment on peut interagir avec elles. Ensuite, sur les notations, hein, de grandes parties, overview un peu général, donc on verra les différences avec notamment les notations crédit. Et puis sur les critères, en fait, j'ai commencé data. On verra que pour aborder les sujets, en fait, il faut vraiment avoir une approche data parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de points de référence et il faut réfléchir avant de se lancer. Et puis dans les interactions, la question c'est est-ce qu'on peut vraiment leur parler, est-ce qu'on peut leur expliquer ce que l'on fait. Quand on discute avec Sustainalytics ou MSCI, est-ce que c'est juste un exercice d'optimisation ou est-ce que pour réaliser ou réfléchir à la stratégie ESG, voilà, on essaiera d'évoquer ces sujets-là. Je propose de passer à la slide suivante. Alors là, très rapidement, parce que vous connaissez ça, on a essayé de donner quelques idées du contexte et de la dynamique du développement de ces agences. Alors, 2 idées clés ici. D'une part, un parallèle avec les agences de notation de crédit qui sont apparues il y a assez longtemps, hein, à peu près 150 ans maintenant, et qui ont accompagné le développement des infrastructures, du financement des infrastructures aux US, les trains ici. Donc, il y avait de gros besoins de financement. Il fallait comprendre comment canaliser les fonds. Et donc, des journalistes sont emparés de cette petite niche pour donner donc des informations sur une base transparente et comparable. Donc, ici, on sait qu'on a besoin d'énormes financements pour répondre notamment à l'urgence climatique. Hein. Le financement, c'est plus sur le E. Et voilà, et on peut imaginer que derrière, il y aura effectivement des besoins de mesures hein, pour guider ces investissements.
Si on reparle de contexte, hein, les parties prenantes, elles sont nombreuses. Hein, il y a une convergence d'une certaine façon des préoccupations, et notamment sur le E. Hein, on parle de la société civile, c'est important ici, des gouvernements, des institutions internationales, des entreprises et donc des institutions financières. Page suivante, s'il vous plaît. Alors ici, c'est juste un petit clin d'œil pour faire remarquer que la vie économique est jalonnée de crises et de scandales, mais que d'une manière générale, les agences de notation, alors crédit pour le moment, ont relativement bien rebondi et même, on peut dire que d'une certaine façon, ces développements se sont faits à leur bénéfice, notamment parce que ça conduit les autorités à réglementer l'activité et c'est une barrière réglementaire, une autre. Voilà, on peut passer à cette slide-là. Alors, ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'expliquer le mouvement de consolidation dont Laurie a parlé à l'instant et qu'on observe deux drivers essentiels, la taille classique, c'est un peu partout, et l'autre est peut-être plus intéressant, c'est une question de monétisation des services de recherche de ESG. Tout seul, ça vaut peut-être un peu, mais pas forcément tant que ça. Quand on regarde MSCI, c'est vraiment intéressant. Ils ont réussi à monétiser ça dans les indices. Market cap, 30 milliards de dollars. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, quand on fait quelques petites comparaisons avec S&P et Moody's, qui pourtant ne sont pas en reste, on voit qu'il y a un rendement en fait qui est encore meilleur que donc Moody's et S&P. Alors, je ne dis pas que les 30 milliards, c'est exclusivement des indices ESG. Ça serait exagéré. Mais ce n'est pas négligeable non plus. En tout cas, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que les gros acteurs de la fourniture d'informations financières, voire un crédit hein, notamment, commencent à s'arracher d'une certaine façon les petits acteurs de l'ESG. Et si on regarde S&P, si on essaye de subdiviser, hein, faire une espèce de décomposition de leurs activités avec fourniture d'informations financières, les indices, agences de notation, crédit et ESG, on voit qu'ils cochent toutes les cases. Et on peut comprendre qu'ils soient allés chercher SAM, hein, Robeco SAM devenu SAM, redevenu SAM, et Moody's donc avec Vigeo l'an passé. Donc j'ai compris qu'on a un ex-éminent membre de Vigeo, si j'ai bien lu son CV. Voilà. Et ISS, bon, c'est un acteur un petit peu différent. On va passer à la slide suivante. Alors ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est de noter les agences de notation. Parce qu'elles notent beaucoup de personnes, donc on a essayé de réfléchir à cette notation. Alors il y a une notation qui existe, hein, qui est faite par un organisme à Londres qui s'appelle Sustainability. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous l'ont regardé. Alors, on s'est affranchi hein, de cette notation-là. On a essayé d'imaginer des critères qui sont fondés sur une vision émetteur et sur une vision investisseur au sens large, hein, c'est apporteur de financement. Alors, quelques critères pour les investisseurs, donc indice, et puis ensuite on a regardé ce qu'on évoquait à l'instant, donc les financements type Green Bonds ou les SLL, hein, Sustainability Linked Loans. Et on a regardé également la couverture. Donc en vertical, Sustainalytics, MSCI, SAM, Vigeo Eiris, ISS. On a mis S&P puisqu'ils cherchent donc à aller sur le secteur avec leur produit ESG Evaluation. Et CDP, ce n'est pas global, hein, c'est juste le E, mais on l'a mis là malgré tout. Alors, bon, ici, on dessine bien entendu une hiérarchie. De nouveau, c'est tentative, hein, c'est juste pour susciter le débat. Ça dépend de la perspective, mais bon, en tout cas, ça mérite de proposer une vision et de nouveau d'ouvrir le débat. Sustainalytics, nous semble-t-il, offre des services assez intéressants. Ils ont une couverture assez large, comme vous pouvez voir, plus de 12 000 sociétés. Et si on regarde sous un angle investisseur, ils sont utilisés dans des indices, notamment stocks, hein, et ils ont une performance, si j'en crois mes collègues, hein, je suis allé voir mes collègues dans la banque, et j'ai discuté avec quelques sociétés,
En matière de second party opinion, ils offrent un service de qualité, ils ont une part de marché tout à fait honorable. Et même chose pour les SLL. Si on regarde la perspective émetteur, et ça sera vraiment important, et dans la deuxième partie de l'exposé, on se penchera dessus. Ce que l'on voit, c'est qu'ils ont des papiers qui sont assez transparents. Ils ont un niveau de granularité sur la donnée qui est vraiment élevé, qui permet de comprendre assez bien comment ils analysent la performance ESG. Et puis, le dernier avantage, c'est qu'ils offrent la possibilité d'avoir un rating sollicité. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de discuter avec les analystes. Et ça rappelle les processus menés avec les agences de crédit. Si on regarde ensuite MSCI, qui bien entendu offre un service incomparable en matière d'indices, c'est un peu moins le cas pour le reste. L'information qui est utilisée, si on regarde la perspective émetteur, elle est seulement publique. Et pour l'instant, ils n'offrent pas la possibilité d'avoir un rating sollicité. SAM, alors SAM est en devenir, puisqu'ils viennent d'être absorbés par S&P, et c'est pour ça que j'ai mis la flèche de S&P qui pourrait remonter. On ne sait pas exactement comment le produit final à 6 mois, 1 an ou 1 an et demi apparaîtra, mais on peut imaginer que les deux processus pourraient se combiner. Et notamment, une des forces de S&P sur les ESG Valuation, qui est la possibilité pour les émetteurs de discuter, on peut imaginer que ça se combinera assez bien. Et quant à Vigeo, si on prend la perspective investisseur, ils offrent la possibilité d'avoir un rating sollicité, c'est très intéressant. Bon, par contre, ce qu'il faudrait, c'est mieux comprendre comment l'intégration avec Moody's se fera. Et on note que Moody's, d'ailleurs, la semaine passée, a publié un RFC, un Request for Comment, sur des notions de ESG in ratings. Donc, c'est le ESG dans la notation crédit. L'articulation avec les notations de Vigeo Eiris demanderait probablement à être éclaircie. Voilà. On va passer à la page suivante pour que j'ai suffisamment de temps pour tous les sujets. Je surveille la montre, j'ai jusqu'à peu près 18 heures. Voilà, on essaie. Donc voilà pour les agences. Alors, deuxième partie, donc c'est là qu'on va ouvrir le capot, essayer de comprendre mieux comment fonctionnent ces ratings. On va parler d'échelle, de distribution des ratings sur les échelles. On va définir rapidement ce que contiennent les notions de E, S et G. On regardera les différences entre le crédit et le ESG, et puis on montrera vraiment un calcul assez simple d'un rating pour ce Sustainalytics. Et point intéressant, on s'arrêtera aussi sur la structure des données. Puis je partagerai avec vous les différentes notations au sein du CAC 40, et bon, on a mis également le DAX. Voilà. Alors, là, ce qu'on a essayé de faire sur cette slide, c'est de mettre en correspondance, alors c'est compliqué les correspondances pour les notations extra-financières, mais on a essayé, avec des échelles. Alors, de 0 à 100 par exemple pour Sustainalytics, MSCI c'est de 3A à 3C, mais une notion de notation relative, donc c'est différent. Vigeo Eiris, c'est l'inverse de Sustainalytics, 100 c'est bon, 0 ce n'est pas bon. ISS, donc c'est de A+ à D-. SAM, de nouveau, c'est de 100 à 0, comme Vigeo Eiris. Voilà, et S&P de 100 à 0. Donc on voit quand même une tendance qui se dessine. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que la distribution dans les notations varie. Et alors, on s'est amusé pour illustrer ces échelles à regarder la notation extra-financière de S&P, Moody's, MSCI et la dernière, c'est Morningstar. Morningstar. C'est intéressant Morningstar puisque c'est le propriétaire de Sustainalytics. Alors déjà sur la première échelle Sustainalytics, donc on voit que la société donc qui est en tête, c'est Morningstar, qui est dans le premier centile. Donc bravo à Morningstar. Alors bon, seulement Morningstar détient 100% de Sustainalytics. Alors ils ont retiré la note malgré tout, mais elle était là lorsqu'ils détenaient 44% de Sustainalytics.
Ensuite, on a S&P et Moody's, assez bon quand même, 3e, 4e centile. Bon, par contre, MSCI, c'est un peu moins bon, 31 centiles. On voit que la notation chez Vigeo Eiris n'est pas très loin. En fait, la différence qui est intéressante entre MSCI, et je ne m'étendrai pas beaucoup plus sur les notations extra-financières des agences, mais montrer comment on peut regarder les critères. La différence entre MSCI et Moody's et S&P, c'est notamment ce qui est product governance. Donc, les risques associés à la publication des notations. Et ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est de regarder la notation de Sustainalytics. Si on regarde Moody's, par exemple, il y a un an, ils étaient plutôt du côté de MSCI. Et il y a un des critères qui a été retiré et la notation s'est améliorée massivement. Voilà. Je referme la parenthèse. Peut-être un dernier point sur cette slide, c'est la distribution des notes. Ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est que si on prend les notations de crédit, que tout le monde connaît très bien, il y a des repères simples. 0, c'est D, on a fait défaut, c'est clair. 100, c'est à peu près clair, c'est jamais définitif, c'est à peu près clair. A priori, les prêteurs estiment que vous allez rembourser tout le temps. Pour le ESG, il n'y a pas de telle référence. C'est quoi un 0? C'est quoi être très mauvais en ESG? 0, mais 0 vraiment. On ne peut pas le définir. Et 100, même chose. Donc déjà, on voit que l'extrémité de l'échelle n'est pas forcément bien définie. Et puis ensuite, la distribution est assez compliquée. Alors pour la distribution, on va regarder la page suivante. On propose une approche qui vaut ce qu'elle vaut, mais pour essayer d'avoir des repères. Et donc, si on regarde par exemple Sustainalytics, ici on prend donc une société qui a amélioré massivement sa notation, c'est LafargeHolcim. Donc, ils avaient une notation il y a un an qui était de 26,2 chez Sustainalytics, donc c'était le 42e centième. Bon, pas forcément extraordinaire, mais de manière inhérente, ils produisent beaucoup de CO2, donc de toute façon, c'est un peu compliqué. En un an, leur notation est passée à 19,5. Donc, c'est à peu près le 18e centile. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde ces centiles et ensuite, on s'est amusé à le plaquer sur la distribution des notations de S&P. On peut avoir la même chose pour Moody's. Et ça vous permet de voir une progression. Alors, c'est une façon de voir les choses en notation. C'est-à-dire de manière implicite, avant, ils avaient une notation qui était 2B+, 3B-. Et là, en fait, suite à ce mouvement, à cette amélioration, ils sont 3B+. Voilà. Ce qui ressemble un peu à leur notation plus de 3B+, pas de 2B+. Mais on voit qu'on peut quand même quantifier ça. Et en fait, l'intermédiaire de la distribution des notations est assez pratique pour faire ça. Et on peut le faire avec les autres agences et on peut reconstituer des correspondances. Suivant. Merci bien. Alors, ici, très rapidement, on va regarder le contenu des notations. Vous le connaissez globalement, je ne vais pas m'étendre. Juste peut-être quelques observations. Par exemple, sur la partie environnement, les deux duos sont intéressants puisqu'il y a le carbone on operations, donc c'est la partie de carbone produite lors de la production réellement de l'entreprise, alors que Carbon Products and Services, c'est plus lié à la partie Scope 3. Si on prend Oil and Gas, par exemple, ce sera la partie, donc les émissions du pétrole, mais lorsqu'il est consommé. Donc là, on voit aussi qu'il y a des réflexions à avoir. Sur le S, on connaît assez bien la partie Human Capital, Human Rights éventuellement, ce qui est un peu moins connu, c'est Product Liability and Governance. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure. C'est assez important. Si on prend l'industrie automobile, par exemple, lorsqu'il y a des rappels d'airbag, c'est ce petit indicateur qui s'active en rouge. Gouvernance. Alors ça, c'est très intéressant, très compliqué, difficile à attraper. La gouvernance, si on la définit, finalement, c'est des principes, des règles explicites ou implicites qui permettent de comprendre les relations entre les différentes parties prenantes autour des entreprises. Alors, ça va être le conseil d'administration, les actionnaires, les dirigeants, mais tout ce qu'il y a, les employés à l'intérieur, et ensuite, ce qu'il y a à l'extérieur de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, et puis, ce qui est très important aussi, société civile. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que
aujourd'hui, il y a une batterie d'indicateurs, ils sont vraiment très nombreux. Hein. Les mandats sur lesquels j'ai travaillé, sur la gouvernance, c'était la moitié des indicateurs globaux. Et c'est-à-dire que pour une société, il y avait de mémoire 95 indicateurs et derrière, il y a des questions encore, 4 à 5. C'est-à-dire qu'il y avait finalement, si on essayait de décomposer, c'était 400 questions auxquelles il fallait répondre pour approximer le sujet. Alors, il y a quelques critiques, hein, et je passerai ensuite à la suite, mais c'est intéressant, c'est que les approches, c'est quand même une approche très anglo-saxonne. C'est né hein, de la théorie de l'agence, hein, un principal, le propriétaire, un agent, le dirigeant, et il y a des conflits inhérents. Et ensuite, dans les années 70-80, il y a une couche de réflexion sur la maximisation de la valeur pour l'actionnaire qui a été collée là-dessus. Et on a une approche qui est très anglo-saxonne, qui ne prend pas nécessairement l'ensemble des critères concernant les autres stakeholders. Et si on prend par exemple Sustainalytics, ils ont 6 grands critères pour la corporate governance. Ce n'est vraiment que le dernier, le 6e, qui s'intéresse aux autres stakeholders, hein, donc en dehors de nouveau, disons, conseil d'administration, dirigeants et actionnaires. Mais ça ne représente que 8% de la notation. C'est relativement peu. Là-dessus. Merci. Alors rapidement, une comparaison. J'ai déjà traité de quelques sujets hein, qui étaient sur l'échelle. Je vais pas revenir. Sur la donnée, un point important, côté crédit, d'une certaine façon, c'est assez simple. La donnée, elle arrive, elle est normée, standardisée, auditée et agrégée dans un indicateur monétaire, hein, en euros, en dollars. Ensuite, les ratios, autour de la table, il y en a qui les connaissent très très bien, je le sais. Finalement, avec un ratio de levier, si on est un peu plus raffiné, on va regarder peut-être les free cash flow. Bon, mais globalement, on arrive à approximer la notation assez rapidement avec très peu d'indicateurs et un niveau de précision assez important, et surtout la partie audit est importante. En matière de ESG, c'est complètement différent. On a 200 à 1000 points de référence. Ce n'est pas audité. Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit toujours très fiable. Il y a beaucoup d'analyses. Et les règles de combinaison entre le E, le S et le G, elles sont discutables. D'ailleurs, c'est une des autres raisons pour lesquelles on voit des notes qui sont différentes. Et pourquoi pas hein, certains voudront accorder plus de points au E, d'autres au S, d'autres au G. Et pourquoi pas hein, c'est une certaine richesse d'avoir divers points de vue. Ensuite, la disclosure, je pense que tout est connu. Et le dialogue avec les agences, la même chose. Quand on réfléchit, côté crédit, on sait qu'aujourd'hui, dans les notations, il y a un vrai dialogue. C'est possible de prendre le téléphone, d'appeler les analystes. Et vraiment, moi j'ai commencé, je travaillais chez S&P il y a assez longtemps, une vingtaine d'années. On avait un peu plus de latitude. Aujourd'hui, on appelle une fois, 2 fois, 3 fois, ils s'exécutent, ils expliquent les critères. Donc, il y a quand même un exercice de rigueur, fait avec rigueur, et il y a un vrai dialogue. En matière d'agence ESG, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si on réfléchit bien, il y a un problème de gouvernance de la note, puisque en fait, ils jugent des émetteurs. Les émetteurs peuvent faire valoir le point de vue, mais c'est compliqué. On ne parle pas forcément aux analystes. Il y a des plateformes, elles s'améliorent. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'était pas aussi bon. Donc, c'est assez compliqué. Passer à la page suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, une note juste rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. On a pris ici une note de Sustainalytics. Alors pourquoi? Parce que c'est intéressant. Comme MSCI, il décompose une partie exposition, c'est le risque, une partie management du risque. Ici, on a pris un exemple d'une société pétrolière. Bon, c'est pas très loin de Total. Oil and Gas, c'est 70 d'exposition. C'est assez élevé, mais c'est normal. Tout le monde comprend pourquoi. Management, 60%. Donc, il manage à 60% la note. Donc, en fait, il couvre 42. Hein, donc, c'est 70 multiplié par 0,6, ça fait 42. Et ça abaisse le niveau de risque, donc à 28. C'est le seul. Un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur le management, très rapidement, commencez à regarder. 4 parties, on a essayé de schématiser.
déclaration d'intention. C'est-à-dire, la société dit, nous, société, sommes conscients qu'il y a des sujets climatiques et nous apporterons notre contribution. Ça, déjà, ça vaut quelques points. Ensuite, les politiques. Donc, c'est encore des principes un peu plus précis. Les programmes, on commence à rentrer dans les systèmes et les résultats, bien entendu. Et ça permet, pour chacune des agences, en fait, d'évaluer le score de management. Merci. Ici, ce qu'on a fait, je ne vais bien entendu pas rentrer dans le détail, mais c'est important pour voir comment vraiment réussir à gérer la notation. En fait, chaque agence a sa structure de données. D'une certaine façon, c'est d'énormes Excel avec beaucoup de notations, mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder les niveaux. Ici, on l'a décomposé, par exemple, pour Sustainalytics, si on va jusqu'à la Corporate Governance, c'est 6 niveaux. Premier niveau, ce sera le l'ESG. Deuxième niveau, E, S et G. Troisième niveau, ce qu'ils appellent MEI, Material ESG Issues. Bon, chaque agence a son nom. Chez Vigéo, je crois qu'il y en a 36 ou 37. Chez ISS, il y en a peut-être une cinquantaine. Mais disons qu'on arrive, on peut appréhender les sujets. C'est peut-être le meilleur niveau de conversation. Ensuite, on continue. Niveau 4, il y a peut-être une centaine de points de référence. Et ensuite, si on regarde Sustainalytics, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils vont continuer jusqu'au niveau 5 et pour la partie Corporate Governance, le niveau 6. En fait, si on arrive à gérer ça, à analyser ça et à naviguer dans ces notations, en fait, on va réussir quand même à appréhender la notation et savoir où est G. Et je vais venir à ce point. Bon, ici, vous pouvez regarder ça tranquillement, c'est regarder comment vous vous situez. Alors, c'est bon, c'est le cas avec le DAX par rapport aux voisins. Alors, je vais juste me faire une petite publicité pour Vonovia, donc qui était donc 1200e à peu près sur 12 000. Et donc, on a travaillé avec eux cet été, pendant les vacances au mois d'août. Et ils sont ressortis donc très élevés dans le premier sentier. Et vous pouvez vous comparer. Voilà, on va passer à la slide suivante. Alors maintenant, dans les 5 dernières minutes, donc quelques idées pour améliorer vos notations ESG. Suivant, voilà. Alors ici, donc 3 notions, contenu, données et process. On va commencer par la donnée, parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. En fait, une bonne maîtrise de la donnée ici vous permettra de travailler sur le contenu et vous permettra également de bien maîtriser le processus de discussion avec les analystes. Alors, bon, j'ai pas tout mis, mais dans les grandes lignes, c'est l'idée sur le contenu. En fait, c'est de regarder et de comparer les notations. En fait, on a parlé de transparence, on a parlé de comparabilité, de façon à bien comprendre la notation et pouvoir en discuter avec les agences. Il faut voir comment vous vous positionnez par rapport à vos pairs. Donc en fait, sur chacun des critères que j'ai évoqués précédemment, pouvoir faire une comparaison. Et d'une certaine façon, de manière assez simple, vous allez essayer de repérer les points où vous avez soit une notation dans l'absolu qui est très faible, soit une notation relative par rapport à vos pairs assez faible. On va regarder la page suivante. Donc les challenges, c'est quoi? C'est de calculer la notation. Nous, on a essayé d'y répondre en automatisant, finalement, en recréant ces Excel qui permettent de reproduire toute la notation. Donc, c'est vraiment des Excel gigantesques qui ont toutes les formules intégrées et avec la capacité, la possibilité de comparer avec les pairs. Donc, vous pourrez vous voir avec vos notations sur 500, 600 critères et la comparaison à chaque fois. Ça permet de repérer en fait les points où vous êtes faibles et ensuite, il suffit très simplement d'aller choisir les éléments où le poids est important. Et comme ça, vous aurez une action vraiment maximale sur votre score. Et c'est possible. Ça prend du temps parce que justement, il y a énormément de points à regarder. Et ça nécessite en fait de faire un certain nombre d'itérations. Mais ça peut marcher, et maintenant on l'a fait un certain nombre de fois, et c'est quelque chose qui peut fonctionner. L'autre point qui est important aussi à avoir à l'esprit, c'est le flux d'informations concernant les documents associés. Puisque en fait,
les agences, les analystes vont regarder ce qui est disponible, mais pour un certain nombre d'agences, hein, notamment Sustainalytics, vous pouvez présenter des documents, vos documents. Vous pouvez en recréer d'autres d'ailleurs, et souvent c'est nécessaire pour que ce soit plus transparent. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir pour chaque ligne les documents associés, les scores associés. Et c'est ça vraiment l'idée, de façon à pouvoir animer la discussion, déjà avec la société, hein, de façon à itérer et améliorer chacun des petits scores, et puis ensuite avec l'agence pour pouvoir aller discuter. Donc voilà dans les grandes lignes le travail à faire. C'est assez compliqué, mais vraiment, moi, j'encourage tout le monde à reprendre le contrôle d'une certaine façon sur sa notation ESG. Et ça, en tout cas, cet outil est une façon de le faire. Et il y a d'ailleurs une petite note du Chief Sustainability Officer. Bon, c'est Vonovia. Bon, je ne sais plus s'il y a d'autres slides encore. Oui, c'est Vonovia, et encore une. Non, voilà, ici, c'est juste des propositions de lecture hein, pour regarder. Par exemple, SASB, c'est très intéressant, puisque quand on regarde les critères qu'ils offrent, en fait, on voit vraiment ça correspond assez bien, ça map assez bien avec les sujets ESG principaux. ISS, ils ont des vidéos, on vous a mis des vidéos qui sont assez sympas, hein. Il y en a qui sont très courtes, 2-3 minutes. MSIA, c'est distribué par agence. Hein. Vigio Iris a fait un webinaire récemment sur le secteur bancaire pour regarder ce qu'ils en pensent. Même Freshfields, c'est assez intéressant pour regarder, je parlais de la gouvernance, pour tout ce qui est le fiduciary duty donc des asset managers. Donc, je vous encourage à regarder quelques-uns de ces références en matière de lecture et de vidéo. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-François. Donc j'espère que vous avez maintenant envie d'aller voir de plus près tous ces cadres à la fois réglementaires